Route intelligente, on va s'intéresser au premier cas pratique. Alors moi cet été j'ai passé une tête au Royaume-Uni et je me suis retrouvée face à un chauffeur qui était totalement exaspéré de voir toutes ces caméras sur son chemin et surtout il considère que finalement ces routes intelligentes elles sont plus dangereuses que les routes avant puisque les conducteurs sont totalement déresponsabilisés à son avis. C'est le point de départ de notre débat. J'ai invité des spécialistes de la question pour essayer de comprendre un peu quels sont les technos qui arrivent mais aussi si ça va vraiment nous permettre de gagner en sûreté sur la route et peut-être aussi en économie d'énergie. J'ai avec moi Ariel Gomez, vous êtes journaliste conférencier, éditeur de Smart City Mag et initiateur aussi du Smart Cities Tour et de la tournée des initiatives locales de transition énergétique. Alors avec ces deux événements, vous voulez démystifier le sujet des villes intelligentes et puis surtout diffuser des bonnes pratiques auprès des élus et des cadres territoriaux. On va parler de ça tout de suite. Absolument. Jean-Luc Franchineau, vous êtes directeur du programme Éco-Mobilité de VDCOM, qui est un institut pour la transition énergétique. Il a été mis en place dans le cadre du programme d'investissement d'avenir dédié à la mobilité individuelle décarbonée et durable. Exactement. Alors VDCOM, ça repose sur une collaboration entre des industriels et de la filière automobile, aussi aéronautique, des opérateurs d'infrastructures, et de services de l'écosystème de la mobilité. Alors on va pouvoir avoir une vision globale avec vous de tous les acteurs sur ce marché. Voilà. Et puis Guillaume Crunel, vous êtes associé responsable du secteur automobile et mobilité pour Deloitte France et vous êtes aujourd'hui notre consultant sur cette question. Je vais tout de suite donner la parole aussi à notre experte. Elle est en visio, elle s'appelle Bérangère Lebenthal, elle est polytechnicienne, chercheuse et cofondatrice d'Alta Road, qui est une société qui veut rendre la route intelligente et durable. Bonjour Bérangère Lebenthal. Bonjour et merci pour l'introduction. Je vous en prie. Alors, infrastructure plus intelligente et plus sûre, est-ce que les deux sont forcément liés? Parce que mon chauffeur au Royaume-Uni, qui fait le taxi, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ce point de départ. Alors non, effectivement, il a raison. En revanche, si on travaille correctement, on étant les industriels et les académiques, on peut rendre la route à la fois plus sûre et plus durable parce qu'elle est intelligente. Et alors, de quelle technologie on a besoin pour y arriver? Quel est le bon mix technologique selon vous? Alors, nous, à Alta Road, on propose des solutions d'instrumentation de la route qui vont parler aux aménageurs, qui vont parler aux opérateurs de la route, pour que les opérateurs puissent prendre les bonnes décisions, pour que les aménageurs puissent prendre les bonnes décisions. On va pouvoir parler aux véhicules aussi, ça c'est dans plus longtemps, c'est quand on aura les véhicules autonomes. Mais à court terme, c'est pour aider tous les opérateurs de véhicules lourds et les opérateurs de route à avoir une infrastructure en meilleur état et donc plus sûre. Parce qu'on sait que si l'infrastructure est en meilleur état, il y a moins de vieillissement des véhicules, les véhicules sont en meilleur état, ils consomment moins de carburant. Les routes elles-mêmes vieillissent moins, donc elles demandent moins de réparation, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue énergétique. Et donc tout ça est très important sur le long terme. Mais quand vous parlez justement, on va communiquer avec les opérateurs des infrastructures, ça passe à travers quoi? C'est-à-dire, c'est l'installation de capteurs concrètement sur la route. On parle de quelle technologie? Oui, on met des capteurs dans et sur la route. Ces capteurs, ils parlent aux opérateurs via des stations de communication qui sont par exemple connectées au cloud. Nous, on a une solution qui est basée sur le cloud. Donc les capteurs qu'on déploie, ils envoient leurs données dans le cloud. On calcule les informations qui sont pertinentes et ces informations, elles redescendent vers les industriels, vers les opérateurs, pour les aider à prendre des bonnes décisions. Demain, ces informations, elles pourront redescendre vers les véhicules pour que les véhicules eux-mêmes puissent prendre des bonnes décisions. Par exemple, attention, vous avez un nid de poule à quelques centaines de mètres, préparez-vous. Alors aujourd'hui, vous allez me dire Waze fait ça très bien, mais Waze c'est du collaboratif. Donc vous ne savez pas si les véhicules qui sont passés avant ont détecté le problème. Donc si personne ne l'a remonté, il n'y aura pas. Donc nous, on a une solution qui va servir de backup
en français qui va doubler les solutions actuelles collaboratives et qui rend ces solutions plus fiables. Après, pour les communiquer aux conducteurs, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une voiture autonome. On peut très bien utiliser les systèmes mobiles existants. Bon. Les smartphones. Ariel Gomez. Oui, tout à fait. Oui. Vous parlez de démystifier la ville intelligente et des bonnes pratiques. Ça veut dire quoi? Il y a des freins aujourd'hui culturels à l'utilisation de technologies pour rendre la ville et la route plus intelligentes? Oui, certainement, mais je crois que la question de la route, il faut l'appréhender d'une manière un petit peu globale. La route, c'est aussi ce qui roule dessus. Et aujourd'hui, on est dans une mutation vers ce qu'on appelle les routes de 5e génération. Donc au départ, la route, c'était juste un axe de transport pour faire circuler des véhicules. Aujourd'hui, cette route doit devenir communicante, entre autres, pour s'adapter aux nouveaux usages. Et dans ces nouveaux usages, il y a la voiture électrique qui commence à circuler de plus en plus. Plus tard, la voiture autonome, et la voiture autonome va devoir communiquer à la fois avec les autres véhicules et avec l'infrastructure, donc d'où l'intelligence de la route, des capteurs divers et variés qui vont pouvoir avertir les conducteurs d'obstacles sur la route, de bouchons, en fait des choses qui existent aujourd'hui. Les conducteurs plus ou moins, ou les voitures quand elles sont ou les voitures, parce qu'effectivement, quand on reçoit une information, parfois par voie des radios, il y a une radio spécialisée sur les autoroutes qui vous dit attention, à tel kilomètre, il y a un bouchon, il y a un accident. Donc là, la voiture, elle pourra avoir l'information directement et au besoin commencer à ralentir bien en amont pour éviter la formation d'un bouchon. Ça engage d'avoir une forte confiance quand même en son véhicule. C'est pour ça qu'aussi on peut penser qu'il y aura quelques freins culturels. Jean-Laurent Franchineau, la route intelligente, est-ce qu'elle peut être économe énergétiquement? Parce que finalement là, on parle d'installer des capteurs, faire tourner des algorithmes pour analyser des datas, communiquer avec des voitures qui sont autonomes électriques. Tout ça, c'est de la consommation. Oui, et elles peuvent fournir de l'énergie même. Les routes, on a travaillé, nous, à l'Institut, sur la capacité de transférer de l'énergie électrique aux voitures alors qu'elles roulaient. Et ça a été fait déjà en 2014 au travers du projet Fabrique qu'on a mené au sein de l'Institut. Et ça, comment ça marche? Eh bien, c'est par induction. Donc, vous avez des bobines qui sont placées dans la route et également sur le véhicule. Et il y a transfert d'énergie. On est capable de transférer même plus d'énergie que l'on a à une station de recharge dans la rue. Et de ce fait, on peut alléger les véhicules, donc les rendre plus performants énergétiquement et leur prolonger l'autonomie. Mais du coup, ça charge tous les véhicules qui circulent sur cette route? Alors, oui, et les véhicules qui seraient équipés de ce dispositif de recharge par induction. Et Renault, actuellement, qui est un de nos membres, ainsi que Peugeot, sont en train de lancer un projet européen qui va essayer de déployer au niveau européen cette technologie qui s'appelle Insight et EV. Voilà. Bérangère Lebenthal, je parlais des caméras sur les routes au Royaume-Uni. C'est vraiment mon expérience dont je parle. En fait, les caméras filment les voitures, calculent leur vitesse moyenne et leur envoient des petits mots quand ils vont un peu plus vite. C'est ce qu'on appelle aussi plus généralement peut-être la computer vision, c'est-à-dire l'analyse par un ordinateur d'images caméra. Est-ce que ça, aujourd'hui, ce sont des solutions qui sont étudiées en France également? Alors, c'est des solutions qui sont utilisées dans notre solution pour de la reconnaissance de plaques, par exemple. Ça peut servir aussi pour de la reconnaissance de contenu sur les poids lourds. On travaille énormément avec les industriels des chantiers de construction. Et donc, ce sont des industriels qui sont intéressés à reconnaître le contenu de leur véhicule automatiquement parce qu'ils n'ont pas forcément l'information. Donc ça, on y travaille. C'est une partie du problème de la route intelligente, mais on sait qu'on ne saura pas tout dire par des caméras. Donc c'est extrêmement important aussi d'avoir un équipement d'infrastructure qui va doubler les informations des caméras pour donner des informations plus fines. Notamment, on travaille énormément sur le poids du véhicule parce que c'est quelque chose qui va contribuer à la sécurité si on a des véhicules qui ont des poids contrôlés. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet accident, ce pont qui s'était effondré parce qu'un camion trop lourd était passé dessus.
Ça, c'est des situations qu'on pourrait éviter si on peut détecter les camions en surcharge. Et ça, c'est pas possible de le faire par caméra, faut être réaliste. Et ça, c'est des choses que notre solution permet de faire, c'est-à-dire détecter, ce camion, il est en surpoids, lourd, il est dangereux pour l'infrastructure, il est dangereux pour les véhicules à côté. Il faut l'arrêter, ou au moins il faut signaler au véhicule, attention, on a détecté que vous êtes trop lourd, déchargez votre véhicule, arrêtez-vous, par exemple. Ariel Gomez, vous vouliez réagir sur les caméras sur la route Je voulais revenir brièvement sur la question de l'énergie. D'abord, et de l'énergie, oui. Parce qu'il y a cette expérimentation sur les routes à induction, il y a aussi l'expérimentation de panneaux photovoltaïques sur les routes, donc pour produire de l'énergie. Là, pour le coup, l'énergie, elle ne va pas directement dans le véhicule, mais elle est stockée dans des batteries ou elle est stockée et injectée sur le réseau, et la voiture se recharge ensuite. Il y a une autre façon pour la route, pour économiser de l'énergie, c'est en mettant et là, c'est pas forcément très techno, c'est pas très connecté, c'est en utilisant des enrobés plus clairs, c'est-à-dire en ayant des routes plus claires, on a moins besoin de les éclairer, donc ça génère une économie d'énergie sur l'éclairage public qui est assez conséquente. Alors, je me tourne vers vous, Guillaume Crunel, notre consultant aujourd'hui, et votre métier dans la vie, c'est également ça, donc ça tombe bien. Qui sont les grands acteurs de la route intelligente ? Je pense que ce qui est intéressant dans la route intelligente, c'est qu'elle fait intervenir tout un écosystème d'entreprises. Alors, on parle souvent beaucoup des startups, et c'est normal parce qu'elles sont le fer de lance d'une certaine innovation, mais c'est quelque chose la route, c'est quelque chose de très gros, c'est quelque chose de très, capital intensif. Il faut beaucoup d'argent. Faire 1 kilomètre d'autoroute sans capteur, ça coûte déjà des millions d'euros à chaque fois. Donc, les grands acteurs aujourd'hui sont ceux qui faisaient les routes, qui vont devenir de plus en plus digitaux. On a des grands acteurs en France qui sont connus. On a les Vinci, les Colas, les Eiffage. Tous ces acteurs-là sont présents. Et ce qui est intéressant, ils travaillent sur ces sujets-là. Absolument. Et ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que la route intelligente, elle est en train de décaler un peu la frontière entre ce qui est relevé du véhicule et ce qui est relevé de ce sur quoi le véhicule roule. Et quand on parlait tout à l'heure de route à induction, on est en train de se dire qu'une partie de ce qui était dans la voiture est transférée à la route. C'est aussi valable, de mon point de vue, pour tout ce qui est technologie de conduite assistée, voire conduite autonome. Dans un futur proche, on pourra imaginer qu'une partie de l'intelligence qui dirige les véhicules soit portée par la route, déportée sur la route et non plus dans le véhicule. Donc on est en train d'hybrider en fait le véhicule et la route, et c'est ça le côté le plus fascinant. Et du coup, ça engage deux secteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, de collaborer. Absolument. C'est le grand défi, je dirais, industriel à venir. Il est aussi culturel là-dessus. Oui, il va falloir qu'on gère des interfaces puisqu'on est sur un écosystème. Et ça demande de faire travailler ensemble à la fois des constructeurs automobiles, des gestionnaires d'infra qui avaient des métiers totalement différents. Jusqu'à aujourd'hui, les constructeurs, souvent j'utilise cette remarque, ne connaissaient la route que par les pneus. Et on laissait aux conducteurs faire la signalisation, interpréter la signalisation, prendre la main sur la conduite et la navigation du véhicule. Demain, avec le véhicule autonome, on va pouvoir avoir des interfaces qui vont aller au-delà de la route physique, mais aussi la route numérique et digitale, avec la 5G, la transmission de données. Alors, est-ce qu'on a absolument besoin de la 5G pour arriver à utiliser ces technologies sur la route ? Est-ce qu'on peut démarrer avant quand même ? Alors là, il y a un débat qu'il y a eu il y a quelque temps. L'Europe se proposait il y a quelque temps de déployer une technologie qui était basée sur le Wi-Fi, donc qui est en train de venir, qui s'appelle la technologie DSRC pour les Américains et G5. Et il y a aussi l'approche cellulaire. Je pense qu'il ne faut pas les opposer, les deux sont complémentaires. Comme vous disiez, on va parler de sécurité à partir d'un moment. Donc, pour transmettre une information sensible et critique, il faut, et c'est des règles de sécurité, avoir toujours deux chemins. Pour transmettre la même information, il faut la transmettre sur une bande de radio et sur une autre, et s'assurer ainsi qu'elle arrive bien à destination. Ce serait le choix idéal.
On parlait d'hybridation, on va voir même de l'hybridation sur la connectivité qui va arriver. Alors, pour revenir encore sur les économies d'énergie, on a entendu parler de projets de flotte de camions autonomes, par exemple, qui permettent de mieux réguler le trafic et de gagner en économie d'énergie. Mais pour autant, on ne les voit pas sur la route encore. Qu'est-ce qui fait que ça bloque, Ariel Gomez? Alors, ça peut être lié à la 5G, donc effectivement, on se disait à quoi peut servir la 5G. La 5G a un avantage par rapport aux technologies actuelles, c'est qu'elle permettra, pas tout de suite, mais en 2023-2024, de gérer massivement des objets connectés, donc jusqu'à 1 million d'objets connectés au kilomètre carré. Et les voitures, les camions sont des objets connectés, donc on pourra gérer des convois de véhicules qui se suivent de très très près, de convois de camions, qui se suivent, en se suivant de près, ils ont moins de frottement, donc économie d'énergie. Et la 5G a aussi cet avantage d'une latence extrêmement faible, c'est-à-dire que l'information arrive très rapidement au véhicule, et quand on est en train de rouler, c'est quand même indispensable. Après, effectivement, cette question d'hybridation de technologie, il faut 2 schémas, il faut redonder les sources d'arrivée de l'information. Donc, effectivement, il faudra peut-être le Wi-Fi. Les 2 pistes sont à l'étude, donc on va voir ce qui interviendra. Guillaume Crunel, vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, je pense qu'il y a un vrai sujet derrière tout ça, c'est qu'il y a la technologie, et puis il y a derrière tout ça le fait qu'on bouge pas des faisceaux de lumière, on bouge des atomes avec des gens, avec des biens, et c'est toute la difficulté en fait du digital qui arrive dans le monde réel. C'est ça la complexité. Alors avant qu'on voit ce qu'on appelle du platooning, c'est-à-dire des camions qui se suivent avec une même direction, 15-30 tonnes l'un derrière l'autre, en train sur de rouler sur l'autoroute. entre un point A et un point B, ça ne semble pas non plus insurmontable. Non plus, mais avant que ça soit accepté socialement par l'ensemble des conducteurs, ce qui est important, eh ben, il va falloir faire la démonstration, refaire la démonstration que ça marche et que c'est sûr. Et donc, il y a la technologie et puis il y a l'acceptabilité. Et ça va prendre plus de temps. Est-ce qu'en France, on est bien situé là sur ces technologies de route intelligente par rapport aux voisins européens, au minimum? Ce qu'il faut voir, c'est que pour faire une route intelligente, il faut des constructeurs automobiles, il faut des équipementiers, il faut des spécialistes de la route et il faut des spécialistes des technos. Globalement, on a tout ça en France. Globalement, on l'a. La vie, c'est une question de mayonnaise là-dessus. Donc, il faut réussir à les faire travailler ensemble, qu'ils trouvent des points d'intérêt communs. C'est des modèles qui sont en train de se mettre en place. Bon, on a tous les ingrédients aujourd'hui en France. Maintenant, il faut que la mayonnaise presse. Bérengère Lebenthal, vous travaillez à partir de travaux qui ont été menés à Polytechnique, mais aussi à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies de transport, de l'aménagement et des réseaux. Est-ce que vous estimez que la France, justement, a une recherche très active sur ce sujet de route autonome? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, vous parliez du platooning à l'instant. En fait, on est impliqué dans des recherches sur le platooning avec Altaroad et l'IFSTAR, qui est maintenant l'université Gustave Eiffel. C'est beaucoup plus facile. Ah bah oui. Donc oui, on a énormément de startups qui sont très actifs sur ces sujets. On a des grands industriels. Altaroad travaille depuis ses premiers mois avec Eiffage, normalement, sur ces solutions de route intelligente. Et en fait, on avance vite. Aujourd'hui, on est soutenu par l'Europe très vigoureusement, par le European Innovation Council, pour développer nos innovations françaises à travers l'Europe. Ce qu'aujourd'hui on fait à l'échelle du Grand Paris, donc des chantiers du Grand Paris, on est aujourd'hui financé pour le développer à l'échelle de toute l'Europe. Donc ça veut dire qu'on est les meilleurs en Europe sur ce sujet-là. Et puis on est régulièrement invité à Singapour pour leur présenter nos technologies et les déployer là-bas le plus tôt possible, par exemple, donc pour atteindre le marché asiatique. Alors, les routes, c'est de la responsabilité des départements, Ariel Gomez. Est-ce qu'eux sont actifs sur ce sujet? Oui et non. En fait, c'est vrai que la route est une compétence. On parlait des acteurs de l'automobile, on parlait des acteurs de l'autoroute. Il ne faut pas oublier qu'il y a une décision politique derrière, de politique publique, effectivement. Et d'abord, il faut peut-être juste rappeler, en France, il y a 1 075 000 km de routes, dont 13 000 km d'autoroutes, 10 000 km de routes nationales. Il y a 379 000 km de routes départementales et 600 et quelques mille de routes communales. Donc voilà, ça situe déjà un petit peu l'enjeu. Les raisonnements ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on parle d'autoroutes ou de routes secondaires, sur lesquelles il y a un problème de sécurité qui peut être traité par ce biais de la connectivité. Par exemple, sur les routes secondaires qui sont très accidentogènes, on peut mettre en place des dispositifs intelligents
avec des capteurs lumineux qui vont s'activer lorsqu'une voiture arrive à un virage dangereux pour le signaler en disant, voilà, ça peut être une caméra, un capteur qui active ce système lorsque la voiture arrive. Donc effectivement, les collectivités ne sont pas aujourd'hui sont pas vraiment saisies du sujet. Elles sont saisies de la gestion des rues plutôt que des routes. Donc parce que là, on est dans un environnement urbain et là, il y a beaucoup de solutions intelligentes pour la rue intelligente. On a parlé d'éclairage tout à l'heure, mais il y a aussi des dispositifs, par exemple des capteurs qu'on va placer dans la chaussée pour détecter s'il y a une formation de verglas. Donc ça a à la fois un aspect sécurité et un aspect d'économie. La ville de Courbevoie a déployé des capteurs de verglas un petit peu sur toutes ces rues. Et ça permet de savoir en hiver à quel endroit il faut saler. Donc, est-ce qu'on va saler toute la ville ou est-ce qu'on va saler à quelques endroits là où le verglas se forme? Et là, ça représente une économie absolument faramineuse. Une économie, mais qui vient après un investissement. Il y a quand même au départ un besoin d'investissement. Vous essayez de rassembler l'ensemble des acteurs autour de ces questions. Est-ce qu'il y a des consensus qui commencent à émerger? Oui, alors, on les rassemble parce que, comme je vous ai dit au départ, on est dans une approche système. Hein. La route aujourd'hui, ce n'est plus des objets séparés. C'est des objets qui vont s'imbriquer les uns les autres en fonction des usages que l'on va avoir, en fonction des nouveaux véhicules qui vont arriver. Donc, pour animer cet écosystème, on se propose de constituer avec eux, et a été mentionné, des projets européens. On les fait travailler avec les académiques. Et surtout, en même temps, on fait une recherche appliquée afin de faire émerger très vite les points critiques et après les traiter. Et généralement, les points critiques... Il faut des zones de test. Voilà, des zones de test. Donc, au sein de l'Institut VDCOM, on utilise les pistes de Satori, qui sont des moyens formidables pour nous permettre de tester sur la route et en conditions réelles ces nouvelles applications, déterminer les endroits qui posent problème et après essayer de faire dégager des consensus au travers de nouveaux projets ou voire en capitalisant sur le développement de normes, parce que les enjeux de normes vont être très importants, comme on l'a dit. Quand vous êtes sur un système complexe... Et ça, c'est pas les Français qui décident tout seuls. Non. Et là, on doit s'inscrire au niveau international. Alors, c'est là où d'avoir un relais, un projet européen en appui de démarche de normalisation est important, puisque là, on n'y va pas seulement que les Français, mais on y va au niveau européen. Et après, ça se traite même au niveau de l'OMC, puisque les enjeux de la route sont des enjeux mondiaux. Guillaume et Prunel, répondent au code de la route. Voilà. Je vous donne le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces routes intelligentes? Les premiers cas pratiques, bon, on ne les a pas vraiment vus pour l'instant. Comment on va faire là pour avancer sur ce sujet? Je pense qu'une route intelligente, c'est quand on a une information qui vient de la route et qu'on en fait quelque chose. Alors, une fois qu'on a dit ça, on commence avec un péage, on commence avec de l'information sur la route d'accidents ou d'infractions. Et puis après ça, on rajoute de l'information et on trouve des cas d'usage de plus en plus intéressants. Moi, ce qui me semble extrêmement positif aujourd'hui, c'est que la démarche est enclenchée. De plus en plus de projets sont à l'état de ce qu'on appelle de proof of concept, enfin d'essais en conditions réelles. La France n'est pas du tout en retard sur ce sujet-là. On a des acteurs qui se mobilisent et de plus en plus. Donc le point positif, c'est que au plus on aura de l'information, au plus on aura des acteurs concernés qui travaillent ensemble, et au plus on apportera des solutions qui ont un vrai impact sociétal. En tout cas, pour vous, on a la bonne démarche aujourd'hui. On a vu que la recherche était également active. Je remercie Bérangère Lebenthal d'Altaro d'avoir été avec nous en visio. Merci aussi à Ariel Gomez de Smart City Mag et Jean-Laurent Franchino de VDCOM. Guillaume Prunel,